Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle va être longue, elle va être difficile, il va pas y avoir de coupure. Voilà. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible, je vais essayer de parler lentement. Le but c'est de te présenter mon process 2026 pour trouver les meilleurs mots-clés. On sait aujourd'hui que c'est ultra stratégique d'identifier tes meilleurs mots-clés. Sinon finalement ta stratégie ne sert plus ou moins à rien. On est passé de 4 à 24 mots pour une recherche classique par exemple sur les LLM. Donc évidemment tout a changé, les outils également vont devoir changer, s'adapter et ta stratégie également. Donc on va voir ensemble tout mon process, toute ma réflexion et j'espère être le plus intéressant possible. C'est pas toujours évident, c'est un peu technique, même si je vais éviter d'être trop technique, mais dans le sens où c'est jamais évident d'intéresser sur des choses qui sont en dehors, on va dire, des choses plutôt classiques, sur des formats plutôt classiques. On n'est pas sur du YouTube divertissement, là on est vraiment sur des choses qui vont t'apprendre, qui vont te permettre d'évoluer dans tes process et évidemment d'être plus performant dans ton SEO. Tout le monde dit oui, c'est plus facile le SEO avec les IA. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que le SEO se complexifie et si le SEO se complexifie, il va falloir évidemment améliorer tes process pour toi aussi être plus performant. On va commencer très simplement. Pourquoi évidemment parler de recherche de mots-clés qui paraît quand même être quelque chose d'assez ancien, connu de tous. Mais justement, en fait, c'est parce que je trouve que la manière dont on recherche nos mots-clés n'a absolument pas changé depuis 10 ou 15 ans. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver un mot-clé et on va se dire, ok, est-ce qu'il y a du volume et est-ce qu'il y a de la difficulté? Et partant de là, on se dit, ok, alors s'il y a beaucoup de volume, c'est très bien, et si la difficulté est basse, c'est très bien également, donc je vais prendre ce mot-clé-là. C'est un peu plus complexe. Pour une raison principale d'ailleurs, c'est que globalement tous les outils qu'on utilise vont utiliser de la data anglaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Globalement en fait c'est de la data qui est pas forcément sur notre marché en français, marché français je veux dire, et donc forcément les données sont pas forcément très justes. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait les données sont projetées, c'est-à-dire qu'ils prennent un pôle de data, on imagine que sur cette requête il y aura possiblement tant de recherches. Voilà, c'est du projeté, c'est pas vraiment du factuel. Comparé par exemple aux outils de Google. La data de Google va plutôt te donner de la data réelle comparée aux outils parce que évidemment eux ont de la vraie data. Les outils SEO ne vont pas forcément utiliser de la data Google. Voilà, ils peuvent utiliser leur propre base de données pour projeter leurs résultats. Donc ça c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on, d'ailleurs tu peux très bien faire le test. Tu vas sur Google Keyword Planner ou tu vas sur SEMrush ou Ahrefs, les résultats sont complètement différents. Tu n'as pas du tout les mêmes volumes de recherche. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils n'ont pas du tout la même base de données. Donc c'est intéressant. Et l'intérêt, c'est de se dire, ok, est-ce que je continue à me baser sur ce volume-là, alors que je sais que dans 3/4 des cas, c'est de la data qui a été, on va dire, inventée. Je fais un raccourci là-dessus, mais globalement, c'est de la data qui a été inventée. Et est-ce que c'est toujours utile de se dire, ok, ce mot-clé-là a un volume de 500, je le prends, alors que sur Google, il y a plutôt un volume de 50. Et est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Parce que est-ce que c'est 500 ou est-ce que c'est 50? Finalement, peu importe. Parce que je vais te montrer que le volume n'a plus aucun intérêt, quasiment plus aucun intérêt. Et voilà, la première raison, c'est parce que la data, elle est projetée, c'est pas de la vraie data. Donc il y a vraiment peu d'intérêt et ça peut même te biaiser ta réflexion. Parce que si tu te dis qu'il y a beaucoup de volume, alors tu te dis je vais le prendre, et s'il y a peu de volume, tu vas dire bon je vais pas le prendre. Mais finalement, on se rend compte que le volume va influencer ton choix, alors que finalement l'influence, les facteurs influençant ton choix doivent être autres, sémantiques et intérêt business, et pas le volume en fait, parce que finalement un mot clé à 50 peut avoir beaucoup plus d'intérêt sémantiquement parlant qu'un mot clé à 500 de volume. Voilà. Et pareil, businessment parlant, moi je travaille avec des SaaS, j'ai des SaaS qui ont des mots clés qui font 10 ou 20 de volume par mois, et pourtant le mot clé a un CPC. Donc c'est le coût par clic de parfois 100, 150, avec 10 de volume. Mais si tu prenais uniquement la data des outils, tu partirais certainement pas sur ce mot-clé-là. Parce qu'avec 10 de volume, tu dirais, non, je vais prendre un autre mot-clé. Ouais, sauf que avec un CPC de 200, t'imagines bien que l'intérêt business est énorme. Il va falloir changer notre réflexion en se disant, ok, si on enlève le volume, ce qui est pas évident, évidemment, puisque ça fait 10, 15 ans qu'on met le volume vraiment en top position. Donc, si le volume n'est pas intéressant, comment on choisit nos mots-clés? Donc je viens de te donner 2 éléments, mais il y en a d'autres. C'est surtout une réflexion qu'il faut changer. C'est pas juste se dire, on enlève le volume et le volume ne sert à rien. Le volume sert toujours, en fait. Ça permet d'avoir, en fait, un indicateur supplémentaire. Mais ce n'est plus l'indicateur principal. Et en tout cas, ça doit plus être l'indicateur principal parce qu'il fausse ta réflexion. Il fausse ton choix de mots-clés. Voilà.
Donc ça, c'est hyper important de comprendre. Et donc, si je devais choisir, ce serait plutôt, je choisirais en premier lieu des outils de Google, donc la suite Google, Google Keyword Planner, ou même la Search Console, qui peut être intéressant. Voilà. Mais voilà, on en parle. J'ai pas envie de cracher sur des outils pour le coup. Je vais pas dire cet outil-là, ne l'utilisez pas, etc. Mais moi personnellement, ça fait 1 an que je n'utilise plus l'outil. Voilà. Et donc en fait, si tu utilises la suite Google, c'est parfait. Et si tu utilises des prompts adaptés, c'est parfait. Voilà. Mais il faut avoir les bons prompts. Pas juste des prompts avec une ligne. Voilà. Il faut vraiment avoir travaillé tes prompts. Et on va regarder juste après l'outil Fusion. L'outil Fusion est en fait la donnée Google plus les prompts. Voilà. Enfin, surtout les prompts d'ailleurs. Mais l'outil Fusion te permet justement de remplacer, mais j'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas une compétition, on n'est pas dans une compétition qui a le meilleur outil, etc. Le but c'est quel est l'outil qui permet de donner la meilleure data, quel est l'outil qui permet de faire ressortir les meilleurs mots-clés. Voilà, c'est pas une compétition c'est surtout quel est l'outil qui permet de positionner sur des mots-clés qui permettent aujourd'hui d'être à la fois visible sur le SEO et à la fois visible sur les LLM. Ce qui est complètement aujourd'hui un sujet en fait. Parce que si tu continues à regarder le volume comme indicateur principal, t'as peu de chances de te positionner sur les LM. Pourquoi? Parce que globalement aujourd'hui, les sources qui sont les plus citées, ça va être Reddit, Wikipédia, YouTube, etc., LinkedIn, etc. Et donc sur des mots-clés à fort volume, t'as aucune chance de positionner. Parce que les LLM vont toujours privilégier les domaines avec le plus d'autorité. Donc tu as aucune chance de rentrer en compétition avec LinkedIn ou Reddit. Et donc, il faut évidemment des mots-clés qui sont, on va dire, un peu moins visibles, peut-être un peu plus experts, et sur lesquels il y a moins de data. Donc s'il y a moins de data, et comme on sait que c'est de la data qui est projetée, évidemment, les outils ont beaucoup de mal à trouver ces longues traînes, ces mots-clés de longue traîne, ces micro-intentions, on va appeler plutôt des micro-intentions. Donc, vu qu'ils ont beaucoup de mal à trouver ces micro-intentions, quel est l'intérêt de continuer à regarder le volume? Puisque, évidemment, volume n'égale pas position. Parce que si le volume est un indicateur qui permet de se positionner sur des plus gros mots-clés, et ben en fait, on sait que les LM vont privilégier les grosses sources. Donc, t'as aucune chance de te positionner. Et on sait également que demain, tout ce qui va être on va dire gros volume, donc plus ou moins informationnel, c'est plus les mots-clés business ont moins de volume, on le sait globalement. Donc si ça a beaucoup de volume, on va dire que c'est égal informationnel, c'est un raccourci, mais tu comprends l'idée. Et donc ces informationnels, ces mots-clés informationnels vont être mangés par les IA. Il y a aucun intérêt demain à une personne lambda d'aller rechercher sur Google ou d'aller taper sur la LM plus faire un clic. Non, typiquement la définition d'un logiciel de paye, je vais pas directement aller sur un site, ça a aucun intérêt. Je vais aller demander la définition d'un logiciel de paye sur ChatGPT. Par contre, derrière, pour un logiciel précis type logiciel de paye pour PME de moins de 50 salariés, là c'est plus intéressant. Mais là, logiciel de paye pour PME de moins de 50 salariés, tu ne trouveras jamais ce mot-clé là sur les outils. Jamais. Tu le trouveras jamais. Tu le trouveras même pas sur Google Keyword Planner parce que c'est des outils qui permettent de trouver tes mots-clés d'ADS. Donc globalement, personne va mettre de l'ADS dessus. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire comment je trouve moi ces mots-clés pour ranker sur les LM, mais aussi pour ranker sur du SEO, parce qu'évidemment les deux sont liés, en évitant la compétition inutile, donc les gros sites qui sont toujours cités avant moi, et en même temps en trouvant les mots-clés qui ne sont pas informationnels, mais qui sont transactionnels. Alors dans transactionnel, on va mettre décisionnel, donc derrière, en fait, j'arrive sur la page et je vais prendre une décision, ou actionnel. Actionnel, c'est typiquement, est-ce que je vais prendre un call avec donc j'arrive sur la page, est-ce que je vais prendre un call avec un expert, est-ce que je vais réserver une démo, est-ce que je vais télécharger quelque chose, etc. C'est deux typologies de mots-clés. Parce que transactionnel, ça veut tout et rien dire. Vraiment, aujourd'hui, les mots-clés qui nous intéressent, c'est décisionnel. Est-ce que derrière, lorsque j'arrive sur la page, je vais prendre une décision, donc je vais acheter ou non. Est-ce que j'arrive sur ta page et je vais faire une action, ou j'attends une action sur ta page. Voilà. Un simulateur, un devis, etc. Voilà, c'est l'idée. Et j'espère que jusqu'à là, c'est clair. On est à 10 minutes de vidéo. On est au premier point. Il y a un petit peu plus de points. Voilà. Donc voilà, restez jusqu'au bout. Le but, c'est qu'à la fin, on fasse mon système et que tu puisses, toi, comparer ton système avec mon système. Et je te donnerai également mon outil IA. Voilà. Je bois un petit coup. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on repart pas de zéro. C'est juste challenger ta manière de faire du SEO. On a perdu du volume. Tout le monde sait. Aujourd'hui, on a tous perdu de volume en 2026. Enfin, en 2025. Et en 2026, on va en perdre encore plus de volume. Globalement, avec mes clients, j'ai perdu, on va dire, entre 20 et 30% de trafic. Et je sais qu'en 2026, je perdrai certainement plus.
Pourquoi? Non pas parce que le SEO perd du trafic, mais parce que en fait les typologies de mots-clés ont changé et doivent changer. C'est-à-dire qu'on était surtout sur de l'informationnel et donc forcément on a tous perdu du trafic. On était beaucoup moins sur des requêtes transactionnelles. Même si on intégrait plus ou moins du transactionnel dans la stratégie, on était encore beaucoup trop sur de l'informationnel. Et donc ces mots-clés-là informationnels, je dis pas qu'il faut les éliminer de la stratégie, mais ils doivent arriver dans un deuxième temps. Et surtout, ces mots-clés-là, il faut certainement plus attendre du trafic dessus. Ils doivent servir pour la sémantique ou pour l'utilisateur. Voilà. Mais possiblement, on va attaquer ces mots-clés-là, non pas pour ranker, mais pour d'autres signaux, signaux SEO pour Google ou signaux utilisateurs, pour partager des valeurs, pour partager une vision, pour partager un workflow, etc. Partager d'autres choses, mais on s'attend plus à des clics SEO. Voilà. Et ça peut être très bien aussi des contenus qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est à peu près l'idée. Donc, on continue. Ah oui, également, ce qui est intéressant, c'est que il y a des mots-clés sur lesquels il y a zéro de volume, mais par contre, il y a du business. Ou alors, il y a du clic. Ou alors, il y a un intérêt d'utilisateur. Mais en fait, comme la data est anglaise, ils sont incapables de trouver ces mots-clés-là. Et en plus, comme il n'y a pas assez de volume, parce que ça peut être que 10 personnes qui cliquent par mois, mais sur 10, si tu as un client, bah c'est parfait. C'est des gros paniers moyens. Et donc, si on a zéro de volume sur ces mots-clés-là, eh ben en fait, on les verra jamais passer dans nos outils traditionnels ou dans notre réflexion traditionnelle. Et donc le but évidemment c'est de se dire bon, on peut plus passer à côté de ces mots-clés là. Et on le voit bien d'ailleurs sur les LLM, ça va être on passe de 4 à 24 mots comme je vous disais en intro. 24 mots, il y a aucun mot-clé qui ressort de 24 mots. Et pourtant, il y a peut-être sur l'année, alors peut-être pas sur le mois, mais sur l'année, il y a peut-être 10 clients. OK. 10 clients qui tapent ce mot-clé là, qui est invisible sur les autres outils. OK, mais 10 clients multipliés par le nombre de mots-clés, possiblement tu as peut-être 10 20 mots-clés qui se ressemblent comme ça, qui ont 24 mots. Et ben ça fait, tu vois, tout de suite, ça fait 100 clients potentiels sur des mots-clés que tu aurais été incapable de trouver via les outils traditionnels. Donc ça, c'est intéressant. C'est donc de se dire, ok, il y a zéro de volume et pourtant je passe à côté peut-être de 100 clients. Voilà. Et il y a des niches où c'est peut-être plus. Et sachant qu'on se projette sur des nouvelles thématiques, et ben ces nouvelles thématiques-là, elles sont invisibles pour les outils traditionnels. Et donc, le but, c'est de se dire, ok, moi j'ai peut-être un nouveau business, je trouve aucun mot-clé, bon bah peut-être que je suis pas fait pour les SEO. Ben non. C'est peut-être parce que les outils ne sont pas faits pour ton SEO. Voilà. Les outils traditionnels sont peut-être pas faits pour ton SEO, et donc il faut challenger cette manière de trouver des requêtes. Ok, sachant qu'aujourd'hui on sait que on va être très 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 bas de funnel, et typiquement si vous lancez un SaaS, les fonctionnalités, mon problème à moi est différent du problème de quelqu'un d'autre, et peut-être que je suis le seul, ok, à avoir ce problème-là. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut créer une page spécifique pour mon problème à moi? Non, mais par contre mon problème à moi peut être intéressant d'être abordé sur une page, en FAQ, dans un H2, etc. Il faut le savoir, ça, en fait. Et si tes outils ne le donnent pas, ben, il va falloir trouver, donc, une autre manière de identifier les problématiques, on va dire, très bas de tunnel, mais qui concernent tes clients directs. Tout ce qui va être informationnel va être mangé, donc, par les IA. Et donc, si elles sont mangées par les IA, ben, il n'y a plus de clics, là, globalement. Là, on parle de zéro de volume, mais on parle aussi d'un problème, c'est que sur les SERP, on va être de plus en plus sur du zéro clic. Donc, il faut bien repérer, ça va pas concerner toutes évidemment les requêtes, mais quelles requêtes vont être en zéro clic? Ben, il faut le savoir en fait sur ta thématique, quelles requêtes vont apporter zéro clic. Si typiquement tu es sur la niche du foot, bah, peut-être que tout ce qui va être résultat de foot, bah, ça va être en zéro clic. Donc est-ce que tu vas continuer à créer des pages sur les résultats de foot? Bah en tout cas, pas en donnant juste le score. Il va falloir challenger tout ça. Donc peut-être une interview, peut-être une analyse vidéo, tu vas mettre sur ta page, mais ne plus juste donner les scores ou donner le classement. Parce qu'en fait, le classement, tu vas sur Google et tu as déjà le classement, tu vas pas aller sur un site, etc. Et même si tu es allé sur un site, est-ce que c'est une requête derrière qui va amener de la décision ou de l'action? J'y crois pas, voilà, globalement. Donc c'est ça qu'il faut repenser en fait. C'est quel type de requête j'attaque sur mon site. Et non plus est-ce qu'il y a du volume. Ça a aucun intérêt en fait de se dire le mot-clé a du volume et donc je le prends. Bah non, en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, si derrière il n'y a pas de décision ou pas d'action, est-ce que ça vaut le coup de l'attaquer? Alors oui, peut-être en sémantique, mais pas dans un premier temps en tout cas. Et là, ce qu'on est en train de regarder, c'est plutôt quelle est ma stratégie de 0 à 1, donc c'est-à-dire que on va dire plutôt de 0 à 3 mois. Qu'est-ce que je fais? Quel mot-clé j'attaque? Et est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'argent? Donc, est-ce que je paye quelqu'un, un rédacteur, ou du temps, moi qui vais rédiger sur ma page, sur un mot-clé sur lequel, bah, finalement, il va rien avoir. Bah, peut-être du trafic, ok, mais quel est l'intérêt? Parce que peut-être que demain, cette requête-là, bah, les IA vont la prendre, et donc, en fait, il y aura même plus de trafic. Donc, j'aurais travaillé ma page,
finalement cette page-là, elle est même pas très bonne parce que finalement je l'ai rédigée parce que j'ai pas d'intuition, mais j'ai juste vu qu'il y avait du volume. Mais j'avais pas envie de la rédiger parce que c'est un truc très très large, très haut de funnel, très informationnel. J'ai même mal identifié mes personas parce qu'en fait j'ai dû parler à tout le monde sur cette page-là parce qu'elle était très informationnelle. Voilà. Et donc j'ai créé une page qui sert pas à grand chose, mais je devais le faire, voilà, parce qu'on m'a dit en SEO il faut traiter cette page-là. Un outil m'a dit de la traiter parce qu'il y avait beaucoup de volume, et donc je l'ai fait. Bon, ça on casse ça en fait. En fait, il y a des gens qui veulent plus faire de SEO parce que justement ils doivent créer des pages qui ne les intéressent pas, des pages très informationnelles, ça correspond même pas à leur persona. Le persona est déjà trop avancé pour taper ce type de requête là, mais ils vont quand même aller la taper, la rédiger pardon. Et ben en fait il faut arrêter ce type de SEO là qui est peu intéressant pour le rédacteur et pour le lecteur. On va vraiment nous aller repérer des requêtes qui sont expertes, qui apportent quelque chose de nouveau, on en parlera, ça c'est très important, et qui permettent, on va dire, dans le customer journey, comment on appelle ça en français, le parcours client, je suis désolé, c'est une horreur de pas savoir le mot en français. Voilà, donc le but c'est vraiment de se dire quels sont mes mots-clés qui intègrent mon parcours client. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Je travaille notamment en ce moment avec un SaaS qui s'occupe ce qu'on appelle de multi-touch attribution. C'est en gros quels sont tous les points de contact de ton client avant la conversion. Alors là, je parle beaucoup de conversion. Quand je parle de conversion, c'est pas forcément d'achat, mais c'est quels sont tous les points de contact qui ont permis de récupérer un email. C'est surtout l'email qui est intéressant, le reste n'est pas intéressant. Et pourquoi c'est intéressant l'email? Parce que tout le monde, enfin personne ne veut mettre son email, et donc si je récupère un email, c'est que soit mon contenu, soit mes mots-clés ont été les bons et ont touché l'utilisateur, le lecteur. Voilà. Ça c'est intéressant. Et ça permet de faire une barrière entre tous ceux qui vont faire du contenu généraliste IA, produit fois 1000, tu vois, 1000 pages produits avec l'IA, et moi qui suis un artisan du web qui va construire les meilleures pages possibles sur les meilleures requêtes possibles qui intègrent le parcours client. Voilà. Et donc évidemment, on peut plus être des touristes. Il faut absolument bien connaître son utilisateur, son persona, et de trouver les bonnes requêtes qui correspondent aux produits et aux services que vous vendez. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, donc on a dit les requêtes décisionnelles et les requêtes actionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait, aujourd'hui, Google lance de plus en plus de projets sur des... Mais ce qui est important, donc oui, on a de la baisse de trafic, et en fait, c'est pas un problème, parce que on avait avant beaucoup de trafic et finalement peu de conversion. De mémoire, il me semble que le taux de conversion sur les articles de blog, c'est entre 1 et 3%. Et quand je dis taux de conversion, c'est pas de l'achat, évidemment. C'est une action, donc c'est un email, un call, etc. Ce qui est extrêmement faible, et évidemment, alors qu'on sait que sur des landing pages, on peut atteindre des taux de clics ou des taux de clics sur les CTA entre 5 et 15%. Donc c'est énorme, évidemment. Et donc oui, c'est la fin du trafic de touristes, des personnes qui venaient sur ton site en fait juste parce que tu étais bien positionné, mais qui n'avaient pas du tout d'intérêt pour ton produit ou ton service. Donc ça c'est terminé. Pour faire un petit disclaimer, j'avais un cas client, enfin pas un cas client, c'est une personne qui m'avait contacté, qui avait un site qui était sur la niche des animaux, pas le client, mais la niche sur les animaux. Il faisait 300 000 visites sur ton site, et il m'a contacté parce qu'en fait le taux de conversion était extrêmement bas, extrêmement faible. Pourtant il avait 300 000 visites par mois. Il n'était pas satisfait du CA, et le CA, oui, comparé, était vraiment loin de ce qu'on aurait pu espérer d'un site qui fait 300 000 de visites. Et c'était pas un problème sur les pages. Pour moi, c'est vraiment un problème de requête identifiée. Voilà. C'était globalement, on avait fait, il s'était amusé, la personne qui était en charge de son SEO, s'était amusé à faire des requêtes autour de la race des chiens. Ouais, ça c'est vraiment du SEO. C'est pareil en fait. Si je fais le parallèle, c'est la même chose que les gens qui vont travailler pour des agences immobilières et s'amuser à faire en footer toutes les pages des villes. C'est exactement la même chose. Ça ne fonctionne plus, ça n'a aucun intérêt UX, ça n'a aucun intérêt utilisateur. Enfin, moi, quand j'arrive sur un site où sur le footer, t'as 1500 villes, ça n'a aucun intérêt. Non, il faut mieux choisir une dizaine de villes et travailler autour de ces dizaines de villes, mais pas... En fait, c'est ça. On passe d'un SEO dégueu à un SEO propre qui identifie les bonnes requêtes. Voilà. Donc, on passe de la quantité à la qualité. Et c'est très bien. On passe de l'usine de Shenzhen à artisan du web. Et c'est génial parce que ça va permettre en fait d'avoir des sites qui sont pertinents et qui convertissent. Voilà. En fait, on se plaint de la baisse de trafic, mais la baisse de trafic, elle est pas gênante parce qu'en fait, si tu récupères des visiteurs qualifiés, en fait, ton taux de conversion il explose. C'est juste ça l'idée. C'est moins de trafic, mais plus d'interaction sur tes pages.
Voilà. Et en fait, on s'était reposé sur le trafic en disant, oh, on lance du trafic, c'est très bien, on balance du trafic sur les pages, c'est très bien, donc le client va être content, mais en fait, quid de la conversion? Bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, on sait, sur 100 000 visites, on se dit bien qu'il y a 1 ou 2% de conversion. Bah, en fait, c'est pas vrai. On était parti sur une moyenne de 1 ou 2% de conversion. Il y a des gens qui faisaient 100 000 de visites par mois, et qui avaient un taux de conversion à 0,1. Voilà. Donc ça veut absolument rien dire. C'était le nombre de visiteurs n'était pas corrélé au taux de conversion. Pas du tout, pas du tout. Et de moins en moins, et ça le sera de moins en moins. Et c'est pour ça qu'on dit que la perte de trafic est une catastrophe. Bah oui, parce qu'en fait, comme les gens essayaient ils jetaient un petit peu je sais pas, un filet dans la mer en se disant, oh, si on fait au moins X de visites, bah il y aura au moins X de conversion. Et c'est faux. Et aujourd'hui, c'est encore plus faux parce que les IA permettent en fait de répondre à des questions haut de funnel, et donc les personnes ne viennent plus sur le site, et quand elles arrivent sur un site dont les pages ont un contenu qui est, on va dire, moyen, non expert, en fait tu fuis. Tu te dis soit le produit, soit le service sera pas bon, et donc je fuis en fait, parce que le visiteur, l'utilisateur est beaucoup plus éduqué. Et en fait, ça fait peur ça au SEO parce qu'avant ils avaient l'habitude de créer du contenu qui était, on va dire, de très très mauvaise qualité. Et donc évidemment, les personnes, donc il y a moins de trafic. Les personnes qui arrivent sur la page convertissent moins parce qu'elles sont plus éduquées, parce qu'elles se rendent compte que le contenu finalement est pas très bon. Et donc évidemment, tout le monde commence à avoir peur. Tout le monde se dit, oh là là, il y a un problème de SEO, le SEO ne fonctionne plus, le SEO, on sait, est mort. On va, je sais pas, partir là-dedans, mais on connaît on connaît les posts LinkedIn. Et donc globalement, l'idée c'est ça. C'est de se dire en fait, mais non, c'est pas que le SEO est mort, c'est pas que les SEO ne fonctionnent plus, c'est la manière dont on faisait le SEO, dans la manière dont on faisait du SEO qui est complètement obsolète. C'est terminé, on ne peut plus faire du SEO comme on le faisait avant. Voilà. Et tant mieux pour tout le monde. Voilà. Donc on accélère un petit peu. Donc voilà, là on arrive sur un point qui va pas mettre tout le monde d'accord, mais évidemment, si le problème est un problème de requête, il n'est plus un problème de contenu, parce qu'en fait, on se disait avant, j'ai fait un très bon contenu, je rentre pas, donc je vais ajouter des backlinks. Et ben non, parce qu'en fait, si on sait que le problème c'est les requêtes, le type de requête que tu attaques et non plus le contenu, ben évidemment tout change. T'as plus besoin de backlinks. Et d'ailleurs, on sait bien que les LLM aujourd'hui ne privilégient non plus les backlinks, mais les citations. C'est-à-dire, est-ce que ton site est suffisamment, on va dire, qualitatif pour être cité, non pas en lien, mais en termes de brand, en termes de contenu, etc. Donc, ce qui veut dire que c'est pas l'autorité qui compte, mais c'est la qualité de ton contenu. Et attention, parce que les gens vont me dire, oui, mais donc on peut acheter des citations. Ben non, ça n'a aucun intérêt, parce qu'encore une fois, sur des requêtes ultra généralistes, les LLM, là encore, vont citer Reddit, Wikipédia, etc. Donc, est-ce que ça vaut le coup, encore une fois, d'être sur des requêtes ultra généralistes en achetant des citations? Ben non, parce qu'en fait, tu seras jamais cité. Jamais cité. Ça veut pas dire que tu dois pas créer le contenu, mais il faut pas compter qu'il y ait des clics sur ce type de contenu-là. Et d'ailleurs, on voit très bien que sur du contenu très généraliste, il y a moins de clics, évidemment, parce qu'en fait, la réponse est généraliste et elle est suffisamment bien répondue par les LLM. Et donc, il faut identifier des requêtes ultra nichées, des micro-intentions, parce que là-dessus, les gros sites globalement n'y seront pas, ou n'y sont pas, ou alors traitent un contenu qui est pas assez quali pour être remonté par les LLM. Et donc là est toute ta chance en fait. C'est de repérer les micro-intentions qui sont à la fois pas ou peu traitées par les gros sites, donc toi pour être cité, mais également identifier des requêtes qui amènent au clic, parce qu'avoir des requêtes micro-intentions sur lesquelles tu te positionnes, mais qui ne génèrent aucun clic, il y a peu d'intérêt. Attention, encore une fois, là, je parle d'une stratégie pour générer du clic et de la conversion. Ça ne veut pas forcément dire que traiter du micro-intention qui ne générera pas de clic n'a pas d'intérêt. Elle peut avoir un intérêt pour ton utilisateur et pour la sémantique évidemment, donc il faudra la traiter. Mais je parle encore une fois, dans une stratégie de 0 à 1, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? C'est évidemment identifier des requêtes qui vont générer des clics. Parce que si ça génère pas de clics sur les LLM, il n'y a pas d'intérêt quand même. Voilà. Être cité pour être cité, oui, c'est très bien, mais si t'as pas de clics, il n'y a pas d'intérêt. Donc encore une fois, les requêtes qui sont données par les outils traditionnels, c'est surtout des requêtes donc avec du fort volume, peu d'intérêt, et pas forcément qui vont ramener du clic. Voilà. En fait, on attend une information. Donc, si le LLM donne une information, on va pas plus loin, en fait, sur la requête. Donc, il faut trouver, justement, des requêtes d'action et décision. Parce que si derrière la requête, elle est donnée par le LLM et qu'on attend une action ou une décision, elle peut pas être faite sur le LLM. Donc, il va bien évidemment falloir faire un clic. Et donc, c'est pour ça qu'il faut identifier la requête sur laquelle il y aura un clic, sur la requête. Voilà. J'espère que c'est très clair jusqu'à là. C'est pas évident, il y a beaucoup d'informations, etc. Ça change peut-être la manière dont tu vois les choses, mais
Tu pourras revoir la vidéo, faire des pauses, etc. Mais globalement, l'idée, c'est de changer la manière de trouver tes mots-clés. Deuxième chose, donc on a dit pas de volume, etc. Ça a aucun intérêt. Trouver les requêtes qui génèrent du clic et non pas uniquement des citations, parce que tout le monde te dit oui, il faut être cité, il faut être cité, il faut citer. Il faut pas être que cité, enfin, ça n'a pas grand intérêt d'être cité. Voilà. Deuxième point important, les content gap. Alors là, en français, j'aurais pas c'est le gap de contenu. Non, je sais pas. Voilà, tu trouveras. En gros, c'est les angles rédactionnels qui n'ont pas été traités par les autres. Voilà. Qui n'ont pas osé été traités par les autres. Typiquement, je prends toujours cet exemple-là, mais si tu es sur la niche des plombiers, par exemple, et que personne ne veut donner son prix parce que les gens veulent les plombiers veulent donner le prix une fois qu'ils arrivent sur place pour, voilà. Bon, je vais pas traiter les plombiers, peu importe. Alors, on n'est pas là pour dénoncer tout le monde, mais globalement, voilà. Ils veulent pas donner leur prix, et ben, globalement, si toi tu donnes ton prix parce que tu veux être transparent sur tes prix, et ben, en fait, arrives avec un contenu qui traite d'un content gap et qui comble en fait un content gap. Et là, Google va beaucoup apprécier ce que tu as fait parce que en fait, tu n'es pas le 11e résultat, mais tu es un résultat bonus qui arrive dans le top 10. Parce qu'en fait, comme personne n'a donné son prix, bah toi tu arrives et tu fais en fait un arbitrage et tu donnes ton prix. Voilà, tu arrives à être, on va dire, l'alternative, l'originalité de la SERP. Et c'est hyper important parce que c'est ce que Google aujourd'hui attend. Voilà, parce que en fait, personne ne veut lire 10 résultats identiques sur une SERP. C'est pour ça d'ailleurs que les SERP nous sont beaucoup moins cliqués. Et on voit bien sur les LLM, tu vas jamais avoir 10 résultats identiques sur une même proposition. Si tu t'amuses à taper plombier Paris, bah, tu verras bien que t'as pas 10 titles qui sont de la même chose. Pas du tout. Ça n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, les LLM ont bien compris que l'utilisateur ne veut pas avoir à comparer des choses identiques. Ils veulent, l'utilisateur veut des choses qui soient différentes. Typiquement, ils veulent un plombier qui soit en personne de Paris, un plombier qui traite de l'urgence, un plombier peut-être spécialisé, etc. sur une même SERP. C'est ça la comparaison qu'on veut. Comparer un nombre d'avis, quand t'as un plombier qui a 500 avis ou un plombier qui a 450 avis, la différence, tu l'as fait comment? Non. Les LLM ont bien compris que l'utilisateur veut comparer des choses qui sont comparables et donc par rapport à un besoin. Ce qui est intéressant, c'est que dans ton contenu, ça faut le traiter. Et c'est pour ça que donc les content gap amènent au vecteur en fait. Sur une même requête, il y a plusieurs vecteurs. Typiquement sur la requête plombier Paris, il peut y avoir des vecteurs type urgence, type plombier Paris, on a dit. Donc peut-être débouché douche, vecteur prix, vecteur avis client, etc. Tout ça, c'est des vecteurs qu'il va falloir mettre sur ta page. Je vais te montrer un exemple, ce sera plus parlant. Je vais te montrer quels sont les vecteurs sur plombier Paris. Donc là, c'est mon prompt. Que je lance. Je suis passé, tiens, petite indication, mais je suis passé sur Gemini Pro à la place de ChatGPT Pro. La différence est vraiment incroyable. Évidemment, tout réside dans les prompts. C'est toujours la même chose. Le prompt est, on va dire, l'unité de mesure de la qualité du résultat que tu auras de ton prompt. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Donc là, en fait, je vais te montrer on va dire, les vecteurs sémantiques attendus sur la requête. Donc, c'est à la fois ce qui est attendu sur ta page, mais à la fois ce qui est attendu autour de ton mot-clé, donc plusieurs pages. Un peu comme un cocon sémantique. C'est à peu près l'idée. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, j'ai lancé la requête sans contexte. Il faut toujours lancer une requête avec un contexte. Donc, je vais créer un James avec tout le contenu de mon client, avec des sources d'autorité pour, en fait, être capable d'avoir les meilleurs résultats possibles autour de mon prompt. Un prompt sans contexte n'a quasiment peu d'intérêt. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, il me rappelle métier plombier, pas intéressant. Là, les services dépannage, fuite, débouchage, voilà. Donc c'est ce qui est attendu. Donc évidemment, si vous êtes un expert de la thématique, ça aide, mais ça remplace pas évidemment l'expertise. Si vous n'êtes pas un expert, ça vous permet de mettre on va dire les premières briques de votre stratégie. Mais ça ne suffira pas évidemment. Et on en parlait tout à l'heure, en fait. C'est marrant. Et donc là, il te dit il va falloir mettre sur ta page la réassurance prix. Pourquoi? Parce que c'est ce que je t'ai dit, en fait. Comme personne ne donne son prix, si toi tu donnes ton prix, bah tu fais une vraie différence, en fait. Voilà. Donc la rapidité, donc l'intervention, le temps d'intervention, géolocalisation, donc l'endroit précis où vous êtes, parce qu'évidemment, on veut pas un plombier qui fasse le tour de Paris. Voilà. Donc connaissez un petit peu, c'est pas forcément très intéressant. Là, il te donne, voilà, ce qui est intéressant. L'intervention, le prix, la localisation, le type d'expertise. Possiblement, on veut un spécialiste, voilà, et les avis. Voilà. Ce qu'on veut, c'est voir. Donc ça, c'est ce qui est attendu sur ta page. Ça, c'est tous les vecteurs qu'il faut que tu mettes sur ta page. Si tu en oublies un,
et ben en fait ta page sera moins bien notée que quelqu'un qui aura mis tous ces vecteurs, ces 5 vecteurs là. Donc c'est hyper intéressant de les connaître pour ensuite construire ta page et la rédiger. C'est pour ça que sans prompt précis et sans construction manuelle de ta page, ça n'a aucun intérêt de lancer en fait une rédaction via IA. Aucun intérêt. Il faut absolument qu'il y ait du manuel. Il faut absolument que tu aies toi-même repéré tes mots-clés avant même de rédiger ton contenu ou de donner, tu vois, un seul mot-clé à rédiger à l'IA. Ça n'a aucun intérêt. En fait, ce qui est attendu, c'est un mot-clé plus les vecteurs pour rédiger. Et si tu enlèves tes vecteurs, en fait, t'as juste un mot-clé et c'est comme ça qu'on faisait du SEO il y a en 2015. Bon, bah, c'est terminé. On fait plus comme ça Alors, il faut changer notre manière de faire du SEO. Et donc, c'est ça qui est intéressant ici, c'est de se dire, OK, il faut que je repère à la fois mes requêtes. On a vu, donc le volume n'a pas grand intérêt, parce que je suis pas certain que tu aies beaucoup de volume sur, je sais pas moi, recherche de fuite, Paris 11e, urgence. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de volume dessus. Et pourtant, c'est un vecteur qui est attendu, un vecteur qui va te permettre de remonter sur ton mot-clé principal qui est Plombier Paris, sur la page Plombier Paris. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut changer. C'est non plus des mots-clés pour se positionner uniquement, mais parce que il y a des mots-clés qui vont te permettre de remonter sur ton mot-clé principal. C'est un petit peu ce qu'on faisait sur du cocon, hein, globalement. Rien ne change fondamentalement, mais il faut bien mettre des nouveaux mots sur ce qui est attendu pour en fait changer notre réflexion. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Plombier urgence, plombier Paris, SOS plombier, la localisation, voilà. Arnaque, possiblement, tu vois, avoir une page. Donc là, à mon avis, il faudra pas mettre arnaque. Alors, tu peux le mettre en FAQ, mais globalement, là, on pourrait se dire, donc il faut un vecteur. Donc, est-ce que je le mets sur ma page ou est-ce que je crée une page? Là, pour arnaque, non, moi, je la mettrai pas sur ma page. Ça fait un peu bizarre de mettre sur ta page plombier Paris. Mais par contre, je créerai une page arnaque Paris. Comment éviter les arnaques des plombiers? Et je la lirai à ma page plombier Paris. À ma page, pardon, plombier Paris. Voilà. Donc ça me permet, tu vois, d'avoir cette requête-là et de me dire, OK, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la mets sur ma page? Est-ce que je crée une nouvelle page? Et je serais curieux de voir, tiens, on va regarder si cette requête-là, elle est sur un outil classique ou même sur Google Keyword Planner. On va regarder ensemble. Simplement taper la requête. Bon, bah, s'il y a du trafic, enfin, en tout cas, si la requête est connue, bah, j'ai perdu, mais je pense pas qu'elle existe, et elle existe. Ok. Mais bon, voilà, juste pour te montrer, toi, ça fait 10 de volume sur, Keyword Planner. 90% des SEO ne vont pas aller dessus. Pourquoi? Parce que, comment vendre à ton client un mot-clé qui fait 10? C'est difficile. Donc, en fait, tu vas limite la retirer de ta stratégie, alors que c'est un vecteur qui te permet de remonter sur, ton mot-clé principal. Et on va regarder sur un outil type SEMrush. Donc globalement, l'idée, hein, c'est encore une fois, c'est pas de cracher sur les outils, hein, pas du tout. C'est faire une comparaison classique. Et peut-être que demain mon outil n'aura plus d'intérêt, voilà, possiblement. Mais voilà. Bon, 20 de volume, tu vois. Et possiblement, tu te dis bon, bah, en fait, ces mots clés là, ils ont aucun volume. Peut-être que je vais pas aller dessus. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va comparer ça. Donc là, il nous propose quand même quelques mots clés. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ah, il y a peut-être plus de mots clés. Comme je sais pas, je pense pas qu'il y ait plus de mots clés. Mais disons, il y a peut-être une dizaine de mots clés. Donc là, on se dit, bon, ça c'est les mots-clés qu'il me propose. Mon prompt m'a permis de trouver le vecteur. Peut-être que sans mon prompt, j'aurais jamais trouvé ce vecteur-là. C'est important. C'est là, comme ça fait que 10. Bah, tu vois, on pourrait taper plombier Paris et voir est-ce que plombier Paris me fait ressortir arnaque. Pas. Déjà, il me fait pas ressortir ici arnaque dans la première page. Est-ce qu'il me fait ressortir dans la deuxième page? Il me fait pas ressortir dans la deuxième page, pardon. Tu vois, elle ressort pas. Ce vecteur-là ne ressort pas. Parce qu'il n'y a pas assez de data. Voilà. OK? Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon outil Fusion pour comparer. Donc, le workflow, globalement, c'est je vais regarder sur Keyword Planner pour trouver mes requêtes. Donc, je vais regarder sur Keyword Planner. OK? Ensuite, je vais lancer un prompt. Je fais la comparaison des deux. Je garde mes vecteurs et mes requêtes. Et ensuite, je vais aller sur Fusion pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient être intéressantes ou d'autres choses sur lesquelles je suis passé à côté que j'ai pas vu. Donc, on va regarder ensemble. Parce que là, pour remonter un peu ce qu'on s'était dit, donc le content gap, comment on trouve les content gap? En trouvant les bonnes requêtes. Les content gap, typiquement, c'est si personne n'a donné son prix ou si personne n'a parlé d'arnaque. Ça peut être intéressant. Et on voit bien que comme le mot arnaque ne ressort pas, sur les, on va dire enfin ressort mal en tout cas sur les outils traditionnels, possiblement personne ne l'a trouvé. Tu vois, si le SEO a pas passé beaucoup de temps, le consultant a pas passé beaucoup de temps sur sa stratégie, peut-être qu'il est passé à côté. Si le plombier qui a créé lui-même sa page,
on va dire à pas utiliser un outil classique, bah, il va peut-être pas trouver arnaque, ou alors il va peut-être se dire arnaque sert pas à grand chose de le positionner, ou c'est un mot qui me fait peut-être un peu peur, j'ai pas envie de le mettre sur mes pages. Pourtant il est important. Et ben là t'as trouvé un content gap. Donc comment trouver des content gap? Et ben c'est justement via des prompts ou via des outils. Et donc comment trouver des content gap? Ben, c'est justement avec des outils comme Fusion. L'idée ici c'est pas de te vendre mon outil. Si l'outil a été créé, c'est parce que justement il répond au manquement, à ce que j'avais besoin pour justement identifier mes content gap, pour ne plus me baser sur du volume, pour justement trouver des requêtes qui me permettent d'être cité par les LLM, etc. C'est vraiment pour répondre à ce besoin-là. C'est pas créer un outil pour créer un outil. Voilà. Donc je vais sur mon compte, je mets mon mot-clé ici. Alors on va juste mettre Plombier Paris pour le coup. Ici tu peux mettre du contenu pour donner du contexte. Ça c'est aussi une différence qui est énorme. C'est que globalement les outils tradis, tu peux pas mettre du contexte. Et on sait qu'aujourd'hui, sans contexte, le résultat est beaucoup moins bon. Donc là, tu peux mettre tout le contenu de ton site, ce que tu veux, une vidéo, le script d'une vidéo YouTube, etc. Ça permet de donner du contexte à ta recherche. Voilà. Mais là, je le fais sans contexte pour que ce soit plus rapide. Et je lance. En attendant que la recherche se termine, justement, je devais te parler du Topical Authority. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, aujourd'hui, Google ne veut plus des généralistes, mais des spécialistes. Et pour être un spécialiste aux yeux de Google, en fait, il va falloir identifier pour tes 1, 2, 3, 4, 5 mots-clés business, je sais pas combien il y en a sur ta niche, mais c'est à peu près ça, 1 à 20 pages qui vont permettre en fait d'être des pages satellites. Ce sont des micro-intentions justement de tes pages business. Donc on fait 5 pages business multipliées par 20. Globalement, un site à 100 URL à traiter parfaitement. Et ce sont 100 URL qui sont ta priorité. Il n'y a pas 1000, 2000, 3000 URL. Tu pourrais les ajouter après. Mais on va dire que dans un premier temps, dans une stratégie de 0 à 1, encore une fois, ce qui est très important, c'est de trouver tes 5 mots-clés business, requêtes business, et ensuite de trouver tes entre 1 et 20 micro-intentions autour de ces 1 à 5 mots-clés business. C'est vraiment le cœur de de ta stratégie. Voilà. Et pour ça, donc, un outil comme Fusion peut t'aider. Là, sur la requête Plombier Paris, on se retrouve avec 55 mots-clés. Donc, je suis pas là encore une fois pour cracher sur cet outil. Mais juste, tu vois, la comparaison, elle est énorme. Voilà. Donc là, ce qu'il fait, c'est que lui va te sortir des modèles, et ensuite après, il te les met en cluster. Donc ça permet, tu vois, de géographiquement, etc. Donc on sait déjà que il va y avoir des vecteurs géographiques. On sait ensuite le type de plombier. Ok. Il va y avoir un vecteur sur l'urgence, c'est ce qu'on a vu. Sur le tarif. Ok. Sur la spécificité. C'est ce qu'on a vu. Mais en fait, comme l'outil est basé sur mes prompts, globalement, en fait, t'as les mêmes résultats que d'utiliser directement Gemini. Ok. Est-ce qu'on va avoir arnaque et on a arnaque. Donc là, c'est fait en direct. Hein. J'ai vraiment pris le mot-clé au hasard. Et donc tu vois, là, il te donne arnaque. Et donc ça permet ici en fait de trouver justement ces content gap dont on vient de parler, de trouver toutes les micro-intentions autour du mot-clé principal attendu par Google et par les LLM aujourd'hui. C'est même pas demain, c'est aujourd'hui pour remonter ces mots-clés-là. Et donc ça devient pratiquement une obligation, soit d'avoir le prompt, soit d'avoir un outil comme Fusion. Et là, le but, voilà. Donc là, c'est que derrière, donc on a tous nos mots-clés. Donc à toi de voir les mots-clés qui sont intéressants ou pas. Tu peux les sélectionner, les garder en favori, etc. pour revenir dessus plus tard. Tu vois, tu l'auras en favori ici. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, quels mots-clés je vais utiliser sur ma page, donc pour construire ma page, et quels mots-clés je vais garder pour, on va dire, mon cocon sémantique. Voilà. Et donc c'est à toi de voir. Il y a des clusters qui iront directement sur ta page et des clusters qui iront directement pour des créations pour la création de ton cocon sémantique. Mais ça évidemment, l'outil va pas te le donner. C'est toi, ton expertise sur ta thématique, évidemment. Et c'est là encore qu'on fait la différence entre quelqu'un qui va faire que de l'IA, du full IA, et toi en tant qu'expert, parce que toi tu sais pertinemment qu'est-ce qui va être intéressant en page ou intéressant en cocon sémantique. Donc, est-ce que ce mot-clé va être intéressant sur la page ou est-ce que ça va être intéressant en cocon sémantique? Globalement, c'est est-ce que j'ai suffisamment de contenu et donc j'en crée une page? Est-ce que j'ai pas suffisamment de contenu alors je le mets directement en H2 ou en FAQ sur ma page? J'espère que c'est clair là-dessus. Voilà. Donc, l'outil très simple, je suis pas là pour faire la pub, mais en gros, ça te donne la sémantique qui est attendue. Voilà. Donc là, tu as tous tes mots-clés. Là, tu as tous les vecteurs sémantiques. Ensuite, ça te donne les outils à ajouter sur ta page. On sait qu'aujourd'hui, l'engagement est ultra important. Et donc, en fait, une page statique ne suffit plus pour ranker. Derrière, sur des requêtes d'action ou des requêtes décisionnelles, on attend évidemment des outils. Et donc, les outils, il faut les trouver. Et pour les trouver, évidemment, il faut soit gratter tout le web, soit utiliser des outils qui te le donnent ou des prompts qui peuvent te donner. Voilà. Et derrière, tu peux utiliser Bolt ou Claude Code pour créer des outils et les mettre directement sur ta page. Il y a une vidéo sur la chaîne qui te montre comment faire. Voilà.
Tu vois, là, il va me dire estimer le prix, simulateur du coût de rénovation, ça ne pas. Bon, c'est intéressant. Il y a de l'urgence, il n'y a pas d'urgence, il y a des choses qui sont intéressantes, devis, outils de diagnostic de panne. Voilà, peut-être faire un pré-diagnostic pour savoir si ça vaut vraiment le coup de faire appel à un plombier, etc. Plus tu sers l'utilisateur, plus tu lui donnes de l'information et plus il aura confiance et plus il aura envie de passer à l'action chez toi. Et ces outils-là servent exactement à ça. Voilà. Donc, trouve-moi un outil autre que Fusion qui te permet de trouver ça. Il n'y en a pas beaucoup pour le coup. Voilà. Les objections également clients, ça peut être intéressant sur ce type de requête. Voilà, l'urgence thématique exploitée pour gonfler le va. Tu vois, il a compris que l'utilisateur en avait marre, était fatigué, que les plombiers sur leur page jouent sur l'urgence pour derrière gonfler les prix. Donc ça, tu peux venir et casser ça en fait, en disant bon, c'est peut-être pas très urgent. Regardez, faites un test avec un outil, donc un outil qu'on vient de voir ici. Faites un test. Est-ce que l'intervention est d'urgence ou non? Si elle est d'urgence, contactez-moi. Si elle l'est pas, bon faites ça, et ensuite on verra. Voilà. Et donc tu casses une objection, tu vois, et l'outil vient te le donner. Voilà. Et ensuite, tu vois, t'as des modèles de pages. Ça, c'est des modèles pour construire d'autres pages autour de ton mot-clé principal. Tu vois, autour du prix, autour de la meilleure option. Comparaison des prix, voilà, une page avis, très importante. Aujourd'hui, dans les vecteurs, on sait que la page avis est ultra importante, etc. T'as un brief de stratégie et t'as un brief global. Voilà, ça tu peux envoyer à ton rédacteur, pour le coup. Ou alors pour toi, pour rédiger. Voilà, c'est à peu près l'idée. Plein d'autres choses arrivent, mais en tout cas, voilà, c'est pour donner une vision globale de ce que permet de faire un outil comme Vision comparé aux autres outils. Je dis pas que les autres outils sont pas bons, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que pour te positionner sur l'LLM, il va falloir aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et même, en fait, pour combler la perte de trafic actuelle, il faut faire autre chose. Enfin, on peut plus continuer à faire du SEO comme on le faisait maintenant. Et il y a même 6 mois, tu vois. Le type de mots-clés qu'on attaquait, le type de page qu'on attaquait, c'est terminé. On vient vraiment aujourd'hui, entre 2025, fin 2025 et 2026, on vient de passer dans un nouveau type de SEO. Et en fait, il faut s'y préparer maintenant parce que pour moi, le pic du LLM sera certainement en 2027, avec l'arrivée de l'IA Mode, qui vient remplacer les 10 liens bleus sur une SERP Google classique. On verra. Peut-être que ma projection est trop avancée, mais je pense vraiment, et 2027 va vraiment l'année des LLM, et donc on se dit que si tout le monde va rechercher des choses sur LLM et que les réponses, 80% des réponses seront informationnelles, ben il restera que 20%, 15% de réponses, et donc s'il reste que 15% de réponses, quel type de réponse on va l'attaquer, quel type de requête il faut attaquer, comment construire nos pages, parce qu'encore une fois, avoir bien identifié les requêtes, parce que même si les outils permettent de bien identifier les micro-intentions, qu'est-ce qu'on met sur ces pages-là? Tu vois? Eh ben, les outils, la sémantique, les objections, c'est les faux, en fait. Et si t'es incapable, toi, de trouver ça, bah, tu vas avoir un retard monstre, évidemment, ou alors tu seras pas cité. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Bon, globalement, c'est l'idée. On continue. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer, moi, mon workflow. C'est ce qui est intéressant. Donc après la théorie, passons à la pratique. Parce que évidemment, dire ce qu'il faut faire, pas faire, bon, oui, c'est très bien, mais toi, ce que tu veux, c'est comment on le fait. Avant même d'aller chercher mes requêtes, avant même de faire quoi que ce soit, je vais créer des bots thématiques pour mes clients. Je vais créer sur James, parce qu'en fait, chacun a une fonction différente. Alors, tu peux en choisir que un seul si tu veux, mais je pense que l'association des trois, c'est vraiment la meilleure option. Donc, je vais créer sur Gemini, je vais créer un JEPS. Je vais créer un custom sur ChatGPT, ok? Et je vais créer un notebook LM. Voilà. Les trois, il faudra que tu fasses le test. On n'est pas là et on n'est pas aujourd'hui pour faire un comparatif des trois, mais tu fais le test. Il y en a un qui est meilleur pour la rédaction, GPT. Il y en a un qui est meilleur pour la réflexion, Notebook LM. Et il y en a un qui est meilleur pour aller trouver de nouvelles informations, Gemini. C'est à peu près l'idée, mais c'est à toi de faire des tests, ok? Donc, je vais toujours créer un bot thématique pour mes clients parce qu'encore une fois, hors contexte, ça n'a aucun intérêt d'aller trouver des requêtes, ok? Ensuite, là, je te l'ai déjà dit, je vais identifier entre 1 et 5 mots-clés business, mais disons entre 1 et 10 mots-clés business fondamentaux. Tout dépend des niches. Sur des petites niches, j'irai plutôt entre 1 et 5, et des grosses niches entre 1 et 10. Là, c'est très important. Comment je fais? Je vais sur Keyword Planner. Très simple. Je viens de le dire, mais je vais ensuite lancer mon prompt dans mon contexte. Donc, les prompts que j'ai, je vais les lancer dans le contexte. Je vais pas lancer un prompt hors contexte. À part vraiment si j'ai pas suffisamment de contenu autour de mon client, autour de la thématique, etc. Donc, je vais avoir à la fois mes requêtes, je vais avoir à la fois mes vecteurs sémantiques, et je vais ensuite aller chercher mon mot-clé dans mon outil Fusion, qui me permet en fait d'avoir un multiplicateur des trois. Ok? Ça, on a déjà discuté, on a déjà parlé.
une de mes newsletters en parle, tu peux faire le test, etc. Ok? Donc ça, c'est mon process. Tu dois répéter à chaque fois. Ensuite, en fait, à chaque fois que j'ai mes mots-clés, je vais créer, moi, des listes. Donc les listes, elles ressemblent à ça. Là, tu te dis, voilà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. Hein. C'est une liste que je vais chercher via Google Ads. Voilà. Donc globalement, ce que je fais, c'est que je vais taper mon mot-clé principal, ici, ou alors je vais taper le nom du site, ici, de mon client, et je vais regarder ce qui ressort. Là, ce que j'essaie de trouver, moi, c'est des mots-clés qui ont un CPC élevé, et qui ont une évolution, c'est-à-dire une évolution sur l'année, zéro ou positive. C'est-à-dire qu'en gros, le volume a augmenté. Mais là, encore une fois, il faut être expert de ta niche parce que il y a des niches sur lesquelles il y a de la saisonnalité, donc évidemment, parfois on baisse. Tu vends des skis, évidemment, si tu regardes ça en juillet, bah, il va y avoir une descente. C'est pour ça que je regarde tout sur les 3 mois. Et donc, si un mot-clé fait plus 100, un CPC élevé, et je regarde pas le volume encore une fois, et ben alors oui, je vais prendre le mot-clé. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, en fait, ce que je me dis, c'est que donc ce mot-clé-là, il est intéressant. Et donc, je vais aller chercher directement le mot-clé. Donc, je le prends et je vais chercher. Ok? Et là, donc, je regarde pas sur le mot-clé et je vais télécharger. Je vais chercher le mot-clé. Et le but, c'est derrière, c'est d'avoir plein de listes de mots-clés. En fait, chaque liste égale une préparation au cocon, parce qu'en fait, une liste permet de créer, de trouver des micro-intentions ou des requêtes autour du mot-clé principal. Et donc, là, le but, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre mes meilleurs mots-clés, donc, toutes les listes. Et dans ces listes-là, je vais sélectionner les meilleurs mots-clés. Donc, par exemple, je vais prendre ce mot-clé-là. Hop. Et je vais mettre ce mot-clé-là dans un tableau top mots-clés. Ok? Donc là, dans la liste, je vais garder 5 critères quand j'ai fait des listes. Je vais garder l'évolution sur l'année, la compétition, le CPC et le volume. Je le prends quand même parce que le volume, ça me permet d'avoir un indicateur. Mais comme je le disais au départ, c'est plus un indicateur principal, c'est un indicateur secondaire. Et donc pour moi, c'est le 4e indicateur. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné mes mots-clés en fonction de ces 3 critères, alors il n'est pas obligé d'avoir tous les critères positifs. Il peut y avoir par exemple une évolution négative sur l'année, mais par contre un bon CPC et une compétition faible. Je vais quand même prendre le mot-clé. C'est à toi d'arbitrer. C'est pour ça que l'expertise compte. Ensuite, une fois que j'ai pris j'ai sélectionné mes meilleurs mots-clés, je vais les mettre dans un tableau top mots-clés. Voilà. Et là, je vais appliquer d'autres critères. Donc, je remets le volume, le CPC. Je vais mettre l'intention de recherche, le funnel, le potentiel business et est-ce que je peux récupérer des emails dessus ou pas, et le type de page. Et ensuite, je vais valider ou non. Et donc là, j'aurai mes meilleurs mots-clés parce qu'il y aura eu, donc, 1, 2, 3, 4 critères de sélection, plus 1, 2, 3, et je sais que j'ai les meilleurs mots-clés des meilleurs mots-clés. T'as 50 mots-clés, quoi, globalement. Ça me fait l'idée. Je vais aller sur Gemini, et là, je vais taper mes prompts. Le but, c'est que vous créez vous-même vos prompts propriétaires, basés sur votre réflexion, votre compréhension de votre niche. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais je pense qu'avec tout ce que vous avez vu maintenant, vous êtes capable plus ou moins de trouver, en fait, comment créer le meilleur prompt possible pour faire ressortir vos vecteurs sémantiques. Donc, vous aurez ce brief-là à la fin. Vous pourrez très bien l'utiliser pour créer vos prompts. Hein. Mais je donne pas mes prompts parce que vous avez besoin de créer vous-même vos prompts propriétaires en fonction des besoins que vous avez pour trouver vos requêtes, pour trouver vos sémantiques, votre sémantique, etc. Voilà. Donc, une fois que j'ai trouvé mes listes, je vais prendre mes meilleurs mots-clés et je vais les mettre un par un dans mon prompt qui permet de trouver des vecteurs. Ce qui va me permettre en fait de trouver des vecteurs pour chacun de mots-clés. Et là, tu vois, les couleurs en fait correspondent à des cocons que je suis en préparation. Et donc, autour de mes mots-clés principaux, je vais trouver avec le prompt d'autres mots-clés qui vont permettre d'alimenter. Donc, on va dire que le mot-clé principal est une page mère et je vais alimenter avec des micro-intentions. Voilà. Donc, pour trouver des micro-intentions, j'utilise le prompt plus, on l'a vu ici, Fusion qui permet de trouver des micro-intentions. Et Fusion permet de trouver des modèles, en fait, tu vois. On va avoir, par exemple, le modèle géolocalisation, des clusters. Géolocalisation, en fait, ça me permet de créer des clusters, et ces clusters-là permettent également de faire une préparation cocon. En fait, tout mon process permet lorsque je trouve mes mots-clés jusqu'à la sélection des vecteurs, me permet de créer mes cocons, mes vecteurs sémantiques. Le but, en fait, c'est de pas perdre de temps sur chacune de tes étapes. Donc, en gros, quand tu as tes meilleurs mots-clés, tu vas ensuite trouver tes vecteurs. Tes meilleurs mots-clés plus vecteurs autour de tes meilleurs mots-clés permet de créer tes cocons sémantiques. Et ensuite, une fois que tu as tes cocons, tu peux lancer en rédaction. Donc, je le répète ici, j'identifie mes mots-clés avec plusieurs, on va dire, indicateurs. Donc, intérêt business, c'est la priorité absolue. Hein. Est-ce que ton client ou même ton site a besoin de ce mot-clé-là pour évidemment nourrir l'activité. On fait pas du SEO pour avoir de la visibilité, on fait du SEO pour en fait porter l'activité. Deuxième chose, est-ce que c'est un intérêt sémantique? Donc là encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir un outil qui te permet de trouver en fait tes vecteurs, tes micro-intentions. On parle souvent du score RRF. En fait, le score RF, pour faire très très simple, c'est que justement, une fois que tu as ton mot-clé principal avec toutes tes micro-intentions, chacune de tes pages va avoir un score. Et le score cumulé de toutes ces pages te donne un score RRF. Plus ton score RF est élevé, et plus tu as de chances d'avoir un ranking élevé sur ton mot-clé principal.
Et en fait, le score RF se nourrit de micro-intentions. Donc si t'as pas tes micro-intentions, tu passes à côté de ton SEO. C'est très important de le comprendre. Ensuite, un CPC. Pourquoi le CPC est un indicateur important et pas prioritaire, mais en tout cas, ça fait partie des top indicateurs quand je choisis mes mots-clés, parce que si les autres acteurs mettent de l'argent sur un mot-clé, c'est que derrière, évidemment, il y a possiblement du business. Et donc, au moins, je me trompe pas sur ma stratégie de 0 à 3 mois. Comme ma priorité, c'est de justifier ma prestation ou alors de montrer que ma stratégie SEO ou le SEO a un intérêt pour mon business, évidemment, il faut qu'il y ait déjà des premiers leads. Donc, si j'attaque des mots-clés sur lesquels les autres mettent de l'argent, je prends un peu moins de risques. Voilà. Et le volume, je le mets quand même, je m'attaque pas au volume. Je dis pas que le volume ne sert plus à rien. Je dis juste que le volume ne doit pas être un indicateur prioritaire dans votre recherche de mots-clés. Voilà. Parce qu'en fait, s'il y a du volume, ça me permet de moins prendre encore de risques. Le but, c'est de réduire le nombre de risques. Le but, c'est de se dire, ok, quand je choisis ce mot-clé-là, c'est parce que ce mot-clé-là, il a un intérêt plus dans ma stratégie. Et non pas parce qu'il y a du volume. Parce qu'il n'a aucun intérêt. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Je pense que avec cet ensemble-là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour identifier tes mots-clés aujourd'hui, les outils ne suffisent plus. Ce qu'il faut aujourd'hui comprendre, c'est qu'il faut être l'originalité de la SERP, trouver les content gap et identifier tes secteurs. Et pour ça, tu peux utiliser évidemment Fusion, mais tu peux aussi utiliser des prompts. Les IA sont très bonnes pour faire ce travail-là. Et en fait, si t'as pas les prompts, si t'arrives pas à construire des prompts, en fait, Fusion le fait à ta place, c'est l'idée. Mais c'est intéressant aussi à toi de faire ce travail-là, de trouver tes prompts propriétaires, parce que c'est toujours mieux d'avoir la main, de garder la main sur la réflexion stratégique. L'identification des requêtes est aussi importante, voire parfois même plus importante pour ta stratégie SEO. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identification des requêtes doit s'intégrer dans un workflow global. Ok ? Et là, pour te faire une idée, c'est que une fois que j'ai trouvé mon mot-clé, je cherche mon intention de recherche, j'identifie mon intention de recherche, et ensuite je viens valider l'intention de recherche sur mon mot-clé via un prompt. Ensuite, je commence à rédiger mon plan, et ensuite je viens valider, ou en tout cas challenger mon plan avec un prompt qui vient vérifier si j'ai bien mis tous mes vecteurs sémantiques. Donc on a encore la même chose. L'intention de recherche, elle est liée au mot-clé. Les micro-intentions, elles sont liées à la recherche des mots-clés. Ensuite, je vais avoir une FAQ. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à rédiger mon article, je vais construire ma FAQ, qui aujourd'hui, les FAQ, c'est hyper important. Ce qu'on appelle le C conversationnel SEO. Et globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que j'ai bien une FAQ basée sur mes micro-intentions. Et donc on en revient encore une fois à avoir bien identifié tes micro-intentions au départ. Et là, la structure HN, donc une fois que j'ai trouvé l'intention de recherche, validé mes vecteurs sémantiques, construit ma FAQ, j'ai un autre prompt qui vient valider ma structure HN avant que j'attaque la rédaction. Et donc la structure HN, elle est aussi basée sur les requêtes que tu as trouvées. Est-ce que tu as bien toutes tes requêtes? Mais si tu n'as pas toutes tes requêtes, si tu les as pas bien trouvées, évidemment ta structure HN, elle sera moins bonne. Juste pour te dire que les mots-clés viennent influencer l'ensemble de ta chaîne de production. C'est hyper important de le comprendre. Et en fait, c'est pas juste balancer un mot-clé sur les IA et dire rédige-moi un article en donnant un brief. Mais le brief, en fait, s'il est pas basé sur les mots-clés plus tes micro-intentions, il manque quelque chose. En fait, il manque tes micro-intentions. Le mot-clé lui-même ne suffit pas. Et les micro-intentions seules ne suffisent pas. Il faut vraiment un ensemble. Plus je parle des vecteurs multimodaux qui vont être, est-ce qu'il est attendu une vidéo, est-ce qu'il est attendu un podcast, voilà, quel type derrière de contenu est attendu sur ta page. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Et j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Le but en fait, c'est pas uniquement de se dire on fait pas d'IA. Et c'est pas uniquement de dire on fait du full IA. C'est de dire comment je garde ma réflexion pour ne pas me faire manger par l'IA et pouvoir anticiper les changements sur ma thématique. Parce qu'en fait, tout donner à l'IA, aujourd'hui c'est très bien, mais si demain il y a un outil qui permet de faire à la place que tu fais toi à l'IA, en fait tout le monde peut arriver sur ton marché et en fait attaquer ta niche et te dire en fait tout ce que j'ai fait avant n'a servi à pas grand chose. Alors que si tu gardes la réflexion, tu gardes toujours un temps d'avance sur la construction des pages, sur le type de requête à attaquer, etc. Voilà. Donc c'est
ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair. Je te mets des ressources en lien. Je te mets le lien de fusion.io en lien. Tu fais ton test. Tu as des recherches gratuites par jour. Tu as une recherche gratuite par jour. Donc, tu en as 30 par mois. Donc, tu as de quoi tester. T'es pas du tout obligé de passer en plan payant. Merci pour ton attention. Et je te dis à très vite sur cette chaîne. God bless.